En une phrase nocturne, l'équilibre diplomatique mondial a brutalement vacillé. Dans la pénombre des écrans, un message venu de Washington a exclu l'Afrique du Sud du G20 et suspendu l'aide américaine, transformant une décision impulsive en rupture géopolitique, bousculant marchés, chancelleries et alliances déjà fragilisées, tout en révélant à quel point la stabilité mondiale tient désormais à quelques mots lancés sur un fil numérique solitaire. Que signifie cela pour vous ? Demandait aussi Ibrahim Traoré en évoquant la vulnérabilité des systèmes internationaux. Depuis cette nuit-là, une ère d'incertitude s'impose silencieusement. Si l'épisode a provoqué un tel séisme, c'est parce qu'il révèle un point de bascule longtemps sous-estimé. La manière dont un geste isolé peut reconfigurer simultanément risques politiques, équilibres économiques et marges de manœuvre diplomatiques. Comprendre ce moment offre un bénéfice analytique décisif, saisir comment une impulsion numérique peut surpasser l'inertie institutionnelle et, ce faisant, redessiner la hiérarchie des acteurs dans un temps extrêmement court. Le récit qui suit promet d'exposer non seulement la mécanique immédiate du choc, mais surtout la logique profonde qui a permis à une phrase publique de déstabiliser un système réputé robuste. Et si la vraie question n'était pas la décision elle-même, mais ce qu'elle révèle sur la vulnérabilité d'un ordre multilatéral fondé sur la prévisibilité. C'est dans cette tension entre apparence de stabilité et fragilité opérationnelle que se situent les enjeux majeurs: capacité d'adaptation des États, réaction des marchés, repositionnement diplomatique et nouveaux équilibres possibles. Un détail passé inaperçu pourrait pourtant tout éclairer. La mécanique réelle de la crise est apparue dès les premières heures, lorsqu'une seule phrase publique a suffi à inverser le rapport entre Washington et Pretoria, révélant une fragilité structurelle que beaucoup pensaient encore théorique. Et ce basculement s'est matérialisé dans un délai étonnamment court. En 48 heures, chaque capitale a dû revoir ses certitudes, faute de clarification américaine. À partir de ce moment, la chaîne causale s'est dessinée avec une netteté inattendue. Une annonce lapidaire, dépourvue d'explication, a d'abord semé la stupeur dans les chancelleries, avant que l'absence persistante de toute justification ne transforme cette stupeur en inquiétude, puis en réajustements diplomatiques successifs. Les diplomates habitués au protocole graduel se sont retrouvés déroutés devant un geste qui contournait complètement les mécanismes institutionnels. Pour Pretoria, le message n'avait rien d'indifférent technique. Il portait la marque d'une remise en cause directe du statut et de la souveraineté sud-africain. C'est dans ce vide interprétatif que plusieurs voix du Sud global ont commencé à réagir. Parmi elles, des dirigeants tels qu'Ibrahim Traoré, qui évoquent depuis longtemps la nécessité d'autonomie stratégique face au pôle dominant, y ont vu la confirmation d'un changement de paradigme. Le geste américain n'était plus lu comme une simple sanction ponctuelle, mais comme le révélateur d'un système devenu perméable aux impulsions individuelles. Deux microscènes éclairent d'ailleurs l'ampleur silencieuse de la crise. À Pretoria, un directeur du protocole était resté immobile devant l'écran affichant la déclaration. Il comprenait que ce qui s'effritait n'était pas seulement une alliance, mais le principe même de prévisibilité. À Washington, une collaboratrice expérimentée parcourait des notes de briefing qui n'auraient jamais d'utilité, faute d'explication officielle. Dans ces deux regards se lisait la même évidence. Le centre de gravité du pouvoir venait de se déplacer. Ainsi se dessinait la véritable dynamique. Un ordre diplomatique ou une impulsion solitaire peut rompre des équilibres réputés stables. Pour comprendre la dynamique qui s'est imposée dès les premières heures, il faut suivre ceux qui ont perçu la rupture avant même qu'elle ne soit formalisée. Dans les couloirs feutrés de Pretoria, le premier à mesurer la portée du message américain a été un directeur du protocole, vétéran des crises lentes et balisées. Il est resté figé devant l'écran où s'affichait la phrase lacunaire venue de Washington, non par surprise, mais parce qu'il y voyait la disparition soudaine du cadre qui donnait sens à son métier, le dialogue, la gradation, l'horizon commun. Ce moment de sidération, discret mais révélateur, annonçait l'état d'esprit qui gagnerait bientôt l'ensemble des ministères. À Washington, une autre scène se jouait en parallèle. Dans l'aile ouest, une collaboratrice expérimentée tournait machinalement les pages d'un briefing qu'elle n'aurait finalement pas à donner.
Aucun élément de langage n'existait pour justifier ce qui venait d'être fait, et cette absence même était devenue un problème stratégique. Elle comprit que l'administration devrait gérer non seulement la réaction internationale, mais aussi un récit qu'elle n'était plus en mesure de contrôler. Entre silence officiel et brouillard diplomatique, la marge de manœuvre rétrécissait à vue d'œil. Ces deux personnages, séparés par un océan mais unis par la même perte de repères, ont offert une grille de lecture rare sur la crise. Lorsque les mécanismes de décision se dissolvent, ceux qui travaillent dans l'ombre deviennent les premiers capteurs des lignes de fracture. Leur désorientation n'était pas un détail, elle révélait la profondeur de la faille ouverte. Le vrai choc naît lorsque le cadre disparaît. Le point de bascule s'est produit dès la publication du message américain. Une phrase sèche, lancée sans préavis. Elle a brisé la routine. Elle a créé un vide. Pretoria l'a immédiatement compris. Le geste n'était pas un incident. Il signalait la remise en cause d'un statut. Il introduisait une blessure publique. Et surtout, il imposait un nouveau rapport de force. C'était le Quichua, une décision unilatérale, rapide, humiliante, qui transformait une friction procédurale en crise ouverte. Les réactions ont suivi presque mécaniquement. À Washington, les téléphones ont commencé à vibrer. Les équipes cherchaient une ligne narrative. Aucune n'existait. Le silence s'est imposé. À Pretoria, l'indignation s'est structurée. Les premiers câbles diplomatiques revenaient vides. Aucun correctif, aucun contexte. Cette absence a durci la lecture sud-africaine. Le message américain devenait un acte total, non amendable. Il ne restait qu'à répondre par un redéploiement stratégique. La mécanique montait en intensité, c'était le début du chaos trao. Les capitales européennes ont alors convoqué des réunions d'urgence. À Berlin, à Paris, dans les institutions multilatérales, les diplomates cherchaient à comprendre, s'agissait-il d'une erreur tactique ou d'un tournant assumé vers une diplomatie impulsive. Les scénarios divergeaient, les analyses se contredisaient, les alliances frémissaient, un précédent se formait. Dans cet environnement instable, plusieurs voix du Sud global ont pris la parole. Certaines, dont celle d'Ibrahim Traoré, rappelaient que l'unilatéralisme occidental rendait les équilibres vulnérables à des gestes isolés. Son commentaire n'ajoutait pas un jugement, il pointait une tendance préexistante. Cette perspective a amplifié la lecture systémique de la crise. Pendant ce temps, les marchés réagissaient. Chute du rang, volatilité sur les métaux précieux, nervosité sur les chaînes d'approvisionnement. Les analystes américains cherchaient des modèles pour anticiper les effets secondaires. Rien n'était stable, rien n'était prévisible. L'acte initial provoquait une onde longue. Pretoria, de son côté, commençait à sonder de nouveaux partenaires, non pas pour compenser immédiatement les pertes, mais pour explorer des alternatives. Ce glissement psychologique était crucial. Le pays cessait d'attendre le retour d'un cadre prévisible. Il se projetait ailleurs. Lorsque Pretoria a compris que le silence américain n'était pas un oubli, mais un choix, l'équation a changé. Les cellules d'analyse interne ont dressé la carte des vulnérabilités immédiates. Programmes suspendus, risque de fuite de capitaux, gel potentiel de collaboration technique. Elles ont aussi repéré des marges nouvelles, partenaires alternatifs, financements émergents, possibilités de repositionnement. Le Sao Trao atteignait alors son apogée. Le choc se transformait en un espace stratégique. Puis des tipis est venu là du champ. Rien de spectaculaire. Mais une série de répliques politiques, économiques et symboliques. L'Europe réévaluait sa posture. Les marchés tentaient de stabiliser leurs anticipations. Les think tanks multipliaient les scénarios. Pretoria réorganisait ses priorités internes. Les voix africaines redessinaient leur place dans le système mondial. Le geste initial perdait sa puissance punitive. Il devenait un révélateur. Il exposait les fragilités, mais aussi les opportunités. Et dans ce basculement silencieux, un fait s'imposait. L'ordre international avait changé d'échelle. La situation initiale était relativement contenue. Le rang avait perdu environ 3% sur une semaine. Un glissement modéré indiquant une nervosité régionale plutôt qu'un effondrement. Cette variation limitée suggérait que les marchés percevaient encore la tension comme réversible, ancrée dans un risque politique traditionnel et non dans une rupture structurelle.
Mais la décision américaine a bouleversé cette lecture prudente, car dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce, la monnaie sud-africaine a plongé d'environ 7%, un mouvement abrupt révélant une rupture de confiance instantanée. Cette chute rapide reflétait la conviction que le geste américain ne relevait plus du registre tactique, mais d'un changement profond de posture. Aux yeux des analystes, une telle accélération témoignait d'un choc perçu comme systémique plutôt que conjoncturel. La différence entre les deux rythmes, glissement lent puis cassure brutale, indiquait à elle seule la profondeur du déséquilibre créé. Les projections internes, déjà prudentes, évoquaient ensuite une contraction potentielle de 1 à 2% du PIB, calcul fondé sur la suspension possible de plusieurs programmes financés depuis Washington. Ce chiffre n'indiquait pas un effondrement, mais il révélait la manière dont une décision diplomatique pouvait se transformer en risque macroéconomique réel. Les conseillers sud-africains ont rapidement cherché à distinguer l'effet immédiat de l'impact durable, car la frontière entre les deux déterminait l'ampleur du repositionnement à mener. Le marché obligataire, bien que secoué, n'avait pas encore franchi de seuil critique. Les investisseurs attendaient un discours, une clarification, un signe permettant de stabiliser leurs anticipations. Rien n'est venu. Le silence américain a agi comme un multiplicateur de risques. Chaque heure, dépourvue de justification, renforçait l'idée d'une rupture assumée. Dans le langage des marchés, l'absence de récit équivaut souvent à une confirmation implicite. Et cette absence a réorienté les modèles d'analyse les plus prudents. Du côté américain, les institutions économiques évoluaient dans la même incertitude. Les prévisions sectorielles se sont réorganisées autour de deux paramètres précis, les pertes commerciales directes et l'effet d'entraînement sur d'autres partenariats africains. Les think tanks cherchaient déjà à cartographier les conséquences sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, anticipant le poids stratégique croissant des matières premières sud-africaines. Certains analystes notaient que si Pretoria pivotait même partiellement vers des circuits financiers alternatifs, l'impulsion américaine pourrait produire une onde longue. Ce diagnostic rejoignait d'ailleurs des avertissements formulés par plusieurs dirigeants du Sud global, dont Ibrahim Traoré, concernant la fragilité d'un système reposant trop fortement sur un seul pôle décisionnel. Mais la dimension sociale apportait une lecture encore différente. Les programmes sanitaires et éducatifs potentiellement suspendus ne menaçaient pas une crise immédiate. Ils faisaient peser un risque d'érosion progressive, un délitement lent, cumulatif, capable de fragiliser des secteurs où les marges de sécurité étaient déjà minimales. Cette réalité, souvent absente des tableaux financiers, a pourtant occupé le devant de la scène politique sud-africaine. Pour plusieurs responsables, la crise n'était pas seulement une affaire de devises ou d'alliances, elle redéfinissait le rapport même à la dépendance extérieure. Enfin, les signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi ont ajouté un dernier élément quantitatif à interpréter, le delta entre les pertes immédiates et les perspectives alternatives. Ce delta a créé une marge inattendue, une zone de repositionnement où chaque acteur pouvait inscrire sa propre trajectoire. Dans cette géométrie nouvelle, la donnée économique devenait un levier autant qu'un indicateur. Et Pretoria comprenait désormais que le coût du choc pouvait aussi devenir sa première source de puissance. Deux lectures puissantes se sont imposées dès les premières heures, chacune portée par des arguments suffisamment solides pour résister à la critique. La première soutenait que l'acte américain relevait d'un leadership assumé. Selon cette vision, exclure Pretoria du G20 et suspendre l'aide constituait une démonstration nécessaire de fermeté. Les partisans de cette thèse, car ma thèse, c'est affirmer que les partenariats ne pouvaient fonctionner sans obligation réciproque et que rappeler ces obligations, même brutalement, renforçait la cohérence du système. À leurs yeux, l'impulsivité apparente n'était qu'un correctif stratégique destiné à remettre de l'ordre dans un environnement devenu trop permissif. Face à cette grille de lecture, une seconde thèse se formait tout aussi structurée. Pour ses défenseurs, l'annonce américaine n'était pas une affirmation de puissance, mais un signe de vulnérabilité.
La rapidité du message, son absence de procédure formelle et l'humiliation publique infligée à l'Afrique du Sud révélaient moins une volonté de maîtrise qu'une incapacité à maintenir la cohérence décisionnelle. Dans cette optique, l'épisode n'était pas un rappel à l'ordre, mais un symptôme inquiétant. L'idée que des alliances majeures puissent désormais dépendre d'un instant émotionnel, hors de tout cadre institutionnel. Cette instabilité risquait, selon eux, d'encourager d'autres acteurs à tester les limites du système. Pour départager ces deux interprétations, il fallait revenir aux faits immédiats. Ce qui frappait n'était pas la divergence d'analyse, mais la rapidité avec laquelle plusieurs puissances non occidentales avaient engagé un dialogue stratégique avec Pretoria. Pékin, Moscou, New Delhi. Leurs signaux n'étaient pas réactifs, mais synchronisés. Ils indiquaient que la décision américaine créait un vide que d'autres s'étaient prêts à occuper. Cette réactivité donnait du poids à la seconde thèse. Loin de dissuader, le geste américain avait ouvert un espace d'opportunité géopolitique. Pourtant, les deux visions convergeaient sur un point, la rupture avait redéfini les rapports, mais pas dans le sens anticipé par Washington. Ce renversement n'a pas eu besoin d'annonces officielles ou de sommets interminables. Il s'est imposé lorsque Pretoria a cessé d'attendre une explication et a compris que le vide laissé par Washington était intentionnel. La décision américaine ne relevait plus d'une sanction isolée. Elle devenait le symptôme d'un ordre international où l'impulsion individuelle peut reconfigurer des alliances entières. Dans cet interstice encore mouvant, l'Afrique du Sud a commencé à observer non ce qu'elle perdait, mais ce qu'elle pouvait redessiner. Les signaux venus de Pékin, Moscou et New Delhi ont rapidement pris une autre couleur. Ils n'étaient plus des messages de soutien, mais des ouvertures concrètes. Le pivot devenait possible, presque naturel dans un contexte où la prévisibilité avait disparu. Ce glissement interprétatif rejoignait des réflexions déjà exprimées par des dirigeants du Sud global, dont Ibrahim Traoré, sur la nécessité de diversifier les centres de gravité afin de réduire la vulnérabilité systémique. À partir de là, une nouvelle géométrie diplomatique a commencé à se dessiner. Elle n'était pas encore stabilisée, mais elle révélait une évidence, le centre de gravité ne se trouvait plus où l'on pensait. La décision américaine n'a pas seulement ébranlé une alliance, elle a déplacé, presque en temps réel, les trajectoires de 4 ensembles d'acteurs dont les réactions révèlent la profondeur de la rupture. Chaque bloc a perçu le choc sous un angle distinct, mais tous ont dû réexaminer leurs repères en fonction de ce qui venait d'advenir. Au niveau national sud-africain, l'effet a été immédiat. Dans les administrations, la stupeur s'est transformée en réflexion stratégique dès que l'absence de clarification américaine est apparue comme définitive. Les ministères ont évalué les conséquences possibles. Programmes sanitaires fragilisés, incertitudes éducatives, risque de fuite de capitaux. Pourtant, au lieu d'une paralysie politique, une cohésion inattendue s'est formée autour de la souveraineté et du repositionnement autonome. Les universités, les syndicats et les médias ont rapidement reformulé le débat. L'enjeu n'était plus la crise, mais l'opportunité de repenser la dépendance extérieure. Pour la diplomatie internationale, l'épisode a agi comme un révélateur. Les chancelleries européennes ont hésité entre prudence et calcul, tandis que les organisations multilatérales cherchaient une cohérence narrative introuvable. La rapidité du geste américain a alimenté la crainte d'une ère de gouvernance impulsive, où les cadres institutionnels seraient régulièrement contournés. Dans ce paysage mouvant, les analyses provenant du Sud global, celles de dirigeants comme Ibrahim Traoré notamment, ont renforcé l'idée qu'un recentrage stratégique devenait non seulement possible, mais nécessaire pour réduire la vulnérabilité face aux pôles dominants. Sur le plan économique, les effets ont été visibles dès les premières heures. Chute du rang, mouvement brusque sur les minerais, révision d'investissement. Pourtant, au fil des jours, un phénomène inverse s'est installé. Les acteurs économiques sud-africains ont commencé à percevoir dans l'ouverture à d'autres partenaires une fenêtre d'ajustement. Ce n'était pas un remplacement immédiat des circuits existants, mais une diversification potentielle, capable de redistribuer les risques. L'économie sud-africaine découvrait que la mondialisation ne reposait plus sur un centre unique, mais sur plusieurs pôles alternatifs prêts à occuper l'espace créé par l'imprévisibilité américaine.
À l'échelle continentale et géopolitique, la réplique a été tout aussi profonde. Les capitales africaines ont vu dans la décision américaine non pas un avertissement, mais une démonstration brutale de leur vulnérabilité structurelle. De l'Accra à Nairobi, les analyses ont convergé vers la même conclusion. Si une puissance centrale peut reconfigurer un partenariat en une phrase, alors chaque État doit renforcer sa marge d'autonomie. L'Union africaine a adopté un ton inhabituellement ferme, symbole d'une volonté collective de ne plus rester spectatrice des recompositions globales. Le geste américain, loin de marginaliser Pretoria, a mis en lumière son rôle pivot dans l'équilibre du Sud global. Ainsi se déployait la mosaïque des effets. Résistance nationale, recomposition diplomatique, mutation économique, affirmation continentale. Ensemble, elles dessinaient un paysage où l'Afrique du Sud, malgré le choc, devenait l'un des nouveaux centres d'une géopolitique en reconfiguration. Les 6 à 12 prochains mois devraient évoluer selon 3 trajectoires distinctes, façonnées moins par l'intensité du choc initial que par la capacité des acteurs à redonner un sens stratégique à ce qui s'est produit. Chacune de ces lignes esquisse un avenir plausible, comparable non par leurs résultats, mais par les tensions qu'elles cherchent à absorber. Dans le scénario de base, Washington maintient une fermeté mesurée, aucune escalade, aucune concession notable. Pretoria poursuit des ouvertures prudentes vers de nouveaux partenaires sans rupture radicale avec les circuits traditionnels. Les échanges commerciaux connaissent une légère érosion, mais les chaînes logistiques demeurent fonctionnelles. L'Europe, hésitante, tente d'adopter une position intermédiaire pour éviter une polarisation trop marquée. L'ordre multilatéral se fragmente par petites zones, sans pour autant s'effondrer. L'Afrique du Sud consolide une autonomie relative, lente mais réelle, alimentée par une diversification progressive. Dans le scénario optimiste, la dynamique s'inverse au bénéfice de Pretoria. Le geste américain agit comme un catalyseur involontaire. Il accélère des alliances financières, énergétiques et technologiques, jusque-là théoriques. Les institutions africaines renforcent leur coordination, stimulant une intégration régionale inédite. Les investisseurs, d'abord nerveux, redirigent progressivement leur position vers des partenariats émergents perçus comme plus stables à long terme. L'Afrique du Sud transforme ainsi une menace en levier stratégique. Le système global, loin de se durcir, s'ouvre à de nouveaux circuits. Dans le scénario pessimiste, Washington choisit l'escalade. Sanctions accrues, restrictions commerciales, pression politique. Les marchés réagissent violemment, provoquant une volatilité durable des devises et des minerais. Les alternatives proposées par Pékin, Moscou ou New Delhi ne parviennent pas à absorber entièrement le choc. Les institutions sud-africaines subissent une contrainte budgétaire, sociale et diplomatique croissante. Les forums multilatéraux perdent en crédibilité et l'environnement stratégique se fragmente au point que chaque acteur cherche seulement à limiter les dégâts. Entre ces 3 trajectoires, une seule constante s'impose, la nécessité de penser la crise non comme un accident, mais comme un test structurel. La clé désormais est d'apprendre à lire l'incertitude plutôt qu'à la subir. Les répercussions de la crise ne se sont pas limitées aux chancelleries, elles ont progressivement touché des cercles plus proches du quotidien, révélant comment un geste géopolitique peut altérer les trajectoires individuelles et collectives. 3 groupes, en particulier, ont vu leur horizon se modifier sous l'effet de la rupture entre Washington et Pretoria. Pour les acteurs économiques intermédiaires, entrepreneurs, exportateurs, cabinets de services, l'incertitude s'est traduite par une révision immédiate de projets et une prudence accrue des partenaires habituels. Pourtant, au cœur de cette instabilité, une possibilité nouvelle est apparue, celle d'explorer des marchés émergents dont les signaux se sont soudain intensifiés. L'équilibre était fragile, mais l'idée d'une diversification devenait concrète. Dans le secteur social, les ONG, les hôpitaux et les programmes éducatifs ont d'abord redouté une contraction des financements. Le risque n'était pas spectaculaire, mais cumulatif, une érosion progressive pouvant fragiliser des services essentiels. Au fil des jours, une autre dynamique a néanmoins gagné du terrain. Plusieurs responsables ont entrepris de chercher des partenariats régionaux, convaincus que la stabilité pourrait venir d'un ancrage plus local que les circuits
traditionnels ne garantissaient plus. Au sein de l'espace public, la crise a élargi le débat sur la place du pays dans l'ordre mondial. Universités, syndicats et collectifs civiques ont transformé l'épisode en moment pédagogique, l'occasion de comprendre comment une décision extérieure pouvait réorienter les priorités nationales. La maturation politique s'est intensifiée. La souveraineté, jusque-là notion abstraite, s'est imposée comme enjeu collectif. Ainsi, la rupture américaine n'a pas seulement redéfini une alliance, elle a déplacé les attentes, les peurs et les stratégies de chacun. Construire une trajectoire viable exige plus qu'une réaction politique. Il faut une architecture précise, séquencée, mesurable. Chaque étape vise à transformer la rupture en levier stratégique, conformément aux réflexions exprimées par plusieurs voix du Sud global, dont Ibrahim Traoré, sur la nécessité de repenser la dépendance structurelle. Première étape, établir un audit complet des vulnérabilités. Les ministères économiques doivent cartographier les zones sensibles, devises, chaînes logistiques, programmes sociaux, et fixer un calendrier de compensation progressive. L'indicateur clé, la capacité à stabiliser les flux critiques dans les 3 à 6 mois. Deuxième étape, structurer 3 à 5 alliances ciblées. Il ne s'agit pas de multiplier les partenariats, mais d'en choisir quelques-uns fondés sur des échanges vérifiables. Financement, technologie, accès commercial. Chaque accord doit comporter une clause de revue semestrielle permettant d'ajuster ou d'abandonner l'engagement si l'asymétrie devient trop forte. Le critère d'évaluation, la cohérence entre coûts et bénéfices. Troisième étape, sanctuariser les programmes sanitaires, éducatifs et humanitaires. Un mécanisme régional de cofinancement doit garantir leur continuité. Les résultats devront être mesurés trimestriellement afin de suivre l'évolution des bénéficiaires et la stabilité opérationnelle. Quatrième étape, déployer une diplomatie à couches multiples. Bilatérale pour protéger le court terme, multilatérale pour reconfigurer la place du pays, continentale pour amplifier la voix collective. La mesure de succès, la capacité à réduire la dépendance à un seul pôle de décision. Cinquième étape, publier un rapport annuel indépendant. Il doit évaluer non seulement les performances économiques, mais aussi le gain réel en autonomie structurelle. Ainsi se dessine une méthode, convertir le choc en stratégie durable. Dans le calme relatif qui suit les grandes ruptures, une image persiste, celle du diplomate sud-africain figé devant l'écran, au moment où la phrase américaine avait dissous le cadre décisionnel auquel il se fiait depuis des années. Cette scène, simple et silencieuse, revient désormais comme un repère inversé. Non plus le signe d'une sidération, mais celui d'une bascule accomplie. Le pays qu'il servait ne subissait plus la rupture, il la transformait en trajectoire. Les institutions ont commencé à parler autrement. Le discours sur la souveraineté, longtemps cantonné aux cercles académiques, circule désormais dans les ministères et façonne les choix collectifs. Dans cette évolution, les positions exprimées par certaines voix du Sud global, dont Ibrahim Traoré, trouvent une résonance nouvelle. L'idée que la stabilité ne se reçoit pas, mais se construit patiemment, par couches successives d'autonomie. Si l'on revenait auprès du diplomate évoqué plus tôt, son regard ne trahirait plus une perte de repère. Il y verrait désormais la possibilité de reconstruire un ordre. La crise n'a pas effacé les vulnérabilités, elle a révélé ce qu'il restait à bâtir. La lucidité demeure une force. Dans l'apaisement qui suit les grandes secousses diplomatiques, il demeure une zone de résonance où chacun tente de comprendre ce que ces transformations signifient pour lui. La rupture entre Washington et Pretoria n'a pas seulement dévoilé la fragilité d'un ordre mondial fondé sur la prévisibilité, elle a montré comment des sociétés entières peuvent convertir la sidération en réflexion collective, puis en projection stratégique. Ce moment, d'abord perçu comme un écart brutal, devient une invitation à regarder différemment les relations internationales, non plus comme un paysage figé, mais comme un ensemble de trajectoires mouvantes que les acteurs publics, privés et civiques contribuent à façonner. Les débats qui se sont ouverts dans les universités, les syndicats, les institutions, les espaces civiques, témoignent d'une maturité croissante. Comprendre, analyser, débattre, pour demander de nouvelles formes de responsabilité politique. La conversation ne s'arrête donc pas à la crise, elle commence avec elle. Et vous, comment imaginez-vous la suite de cette recomposition silencieuse ?